Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Premier, cent deuxième. Merci mon frère Guigui Maté Apossan. Comment tu vas? Ah, et le Rwanda, j'espère que ça va bien. Tout va bien là. Euh, Fais-moi signe si le son est bon. Guigui, fais-moi signe si le son est bon. Tu fais un commentaire, tu dis oui, le son est OK pour que je puisse savoir parce que j'ai pas le retour en fait. Alors, on va commencer dans 2 ou 3 minutes pour permettre aux retardataires de nous joindre et on va présenter le, le livre Les Fables du Moineau de Sami Tchak et ensuite on va parler de politique. Parce que comme je l'ai dit la fois passée, désormais à chaque direct, je vais présenter un livre d'un auteur. Bon, j'ai commencé la fois passée avec Théo Ananisso, avec son livre Ténèbres à midi. Aujourd'hui, on va présenter les Fables du Moineau, le nouveau livre de Sami Tchak. Donc, faites-moi signe si le son est bon. Si le son est bon, si vous avez le retour, pour qu'on puisse commencer. Alors, j'attends toujours votre réaction par rapport au son, si le son est bon, si on peut commencer. Bonsoir Emmanuel a dit, pardon, est-ce que tu peux me dire si le son est bon, si vous avez un bon retour pour le son, parce que moi j'ai pas de retour ici, et si le son est bon pour qu'on puisse commencer. Merci. Parfait pour le son, d'accord. Didi, merci beaucoup. Merci. Le son est bon. Alors là, je crois qu'on va commencer parce que il est 18h05 chez moi. Donc, on peut commencer. Et on va commencer d'abord avec la présentation du livre les fables du moineau de Sami Tchak, le dernier livre de Sami Tchak. Et j'ai pas encore la version papier du livre, mais j'ai la version numérique. Et donc, on va parler de ce livre, les fables du moineau, de l'auteur togolais Sami Tchak. Alors, comment on peut le présenter, Sami Tchak? Sami Tchak est aujourd'hui l'un des écrivains togolais les plus connus et les plus confirmés. On en a très peu au Togo et il fait partie des plus confirmés du Togo et même du monde francophone aujourd'hui. Alors, Sami Tchak a démarré sa carrière d'écrivain en 88, je crois, où il a publié un roman chez les nouvelles éditions africaines à Lomé, Femme infidèle. Mais il a réellement démarré avec un roman publié en 2001, je crois, chez Gallimard, dans la collection Continent Noir. Place des Fêtes. Bon, d'emblée, c'est mon meilleur livre de lui. C'est son livre que j'aime le plus. Et après ça, il a enchaîné les livres. Après Place des Fêtes, il a publié Hermina. Et après Hermina,
la fête des masques. Après la fête des masques, le paradis des chiots. Après le paradis des chiots, et il a publié, après le paradis des chiots, il a publié Fille de Mexico. Et après Fille de Mexico, il a publié Al Capone le Malien. Et après Al Capone le Malien, il a publié un petit roman, L'ethnologue et le sage. Et voilà un peu ce qu'il a publié comme roman, si j'en oublie pas. Mais Samy Tchak, il est sociologue de formation, et il est docteur en sociologie, donc il a publié également des essais sociologiques. Mais tout dernièrement, je vais dire depuis de 2013, je crois, 2013 ou 2014, Samy Tchak a commencé à publier un certain nombre de qui ne sont pas des romans, mais qu'on peut présenter des livres, des recueils de tests philosophiques. Il a commencé avec le recueil La couleur de l'écrivain, le livre La couleur de l'écrivain, qui est publié dans une maison d'édition française, La Cheminante, et qui est beaucoup plus un livre sur beaucoup de choses, hein, et sur la condition de l'écrivain en général et de l'écrivain africain en particulier, et la condition humaine et tout. Et après ça, il a publié il y a 2 ans Ainsi parlait mon père. Ainsi parlait mon père est également un recueil de tests philosophiques et qui sont dans la plupart, qui sont pour la plupart des pensées philosophiques de son père. Son père qui était forgeron et qui n'est plus de ce monde, père son âme. Et donc, il a mis ces paroles-là dans la bouche de son père, et pour qui connaît l'œuvre de Samy Tchak, constitue en fait des thèmes que Samy Tchak aborde généralement dans ses livres. La fragilité de l'être humain, et le caractère éphémère du pouvoir, l'homme face à la mort, etc. Donc c'est un peu dans cette même logique-là que les fables du moineau vont. C'est-à-dire, c'est également un recueil de textes philosophiques et qui ont été mis dans la bouche d'un moineau. Je vais vous lire des extraits tout de suite, et qui nous font voir réellement notre condition d'humain. Parce que ce qui est magnifique avec ce livre, Les fables du moineau, c'est que ce sont des fables qui portent sur des animaux, mais dans lesquels, en tant qu'être humain, on se retrouve très facilement. On se retrouve, on voit la condition humaine, on voit comment est-ce que nous vivons notre relation par rapport à la vie, notre relation par rapport à la mort, nos relations sociales dans les sociétés, nos relations familiales, nos rapports avec les animaux, nos rapports avec le pouvoir, nos rapports avec nos propres suffisances et insuffisances. C'est ce qui rend ce livre-là magnifique. Il a été publié chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Continent Noir, qui a été la première grande maison d'édition de Samy Tchak, parce que Place des Fêtes et Hermina et la Fête des Masques, il les a publiés là, avant d'aller chez Mercure de France, et puis chez Jean-Claude Lattès, mais il est revenu pour un moment pour celui-ci, pour ce livre chez Gallimard. Donc c'est ça un peu le livre. Donc pour vous décrire un peu, pour vous résumer le livre, c'est un moineau qui échappe à un chat qui voulait le manger, et qui se pose sur un baobab, et qui discute avec le baobab, et qui raconte un peu ses pensées-là au baobab. Et il va faire intervenir également l'enfant d'un forgeron du village, qui est bien évidemment lui, Samy Tchak, et l'enfant qui va essayer d'échanger. J'aime bien son livre Les Masques, La Fête des Masques en fait. Et donc l'enfant qui va essayer d'échanger ses pensées philosophiques là avec le moineau. Donc on va essayer on va plutôt assister à une forme de dialogue entre
le moineau et l'enfant qui se partagent ces réflexions philosophiques-là. Mais comme je viens de le dire, ce qui est bien avec ce test, c'est qu'on part des animaux pour poser un regard sur notre condition d'être humain. C'est ce qui est très bien avec ce test dont je vais vous lire un extrait. Comme je l'ai dit, je n'ai pas la version papier pour le moment, ça me prendra encore 2 semaines pour l'avoir, ou un mois, je ne sais pas. Samy Tchak sera bientôt à Bamako. Mais j'ai la version numérique et je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire un extrait. La première fable qui est très belle, qui est très touchante. Alors, je vous lis la première fable. Je me souviendrai toujours de ta mine, de ton regard où se lisait toute ta douleur. Je ne sais à quel moment tu avais fini par comprendre que tous les soins que tu prodiguais à ton bébé étaient inutiles devant la décision déjà radicale de la mort. Ta langue de mère avait beau débarrasser ton bébé de tout ce qui l'enveloppait et l'entravait, tu ne vis de sa part ni le moindre mouvement, ni le moindre cri, mais alors que nous avions, mon père et moi, déjà compris que le lait dont ton pis était empli ne serait jamais bu, tu étais, toi, toujours habité par l'espoir de percevoir le frémissement de la vie en cette part sortie de toi. Le bébé était beau, inerte et beau, et il te ressemblait. Beau. Tu tournais autour de lui, puis ta langue. Chaque fois que je me suis retrouvé devant une mère pleurant la perte de son bébé, je t'ai revu. Ce matin-là où, pour ton premier vêlement, toi si jeune, tu faisais aussi l'expérience de la perte. Tu léchais le bébé mort avec tout le feu de la vie sur ta langue. Je ne pouvais deviner que tu ne survivrais pas longtemps à cette perte à laquelle j'attribuais peut-être à tort ta maladie. Car tu n'eus plus le goût de l'herbe fraîche, le goût du son, le goût des feuilles tendres. Même de l'eau, tu ne voulais plus. Tu poussais plutôt des cris plaintifs. Tu commenças à te décharner. Alors, Salifou, mes chéris, Koura, mon père prit une décision qu'aujourd'hui encore je tente en vain de comprendre. T'égorger pour faire profiter de ta viande toutes les familles du village. C'était lui-même qui, ce matin-là, avec un couteau issu de notre forge, avait mis fin à ta vie. Et je revois encore les yeux vitreux de cette brebis égorgée. Je revois sa langue pendue. Je revois son beau plage. Quelques instants plus tard, dépioté, dépecé, et tu t'en allas en morceaux dans toutes les concessions du village où tu donnas du goût au repas. Mais je n'ai plus réussi à revoir une brebis sans penser à la nôtre. À cette jeune brebis dont le premier et unique Tinaki mort, cette brebis qui, après son agneau, mort-né, tomba malade et dont la viande fit le bonheur du village. Il ne m'arrive plus de consommer de l'agneau sans que me remonte à la mémoire l'image de cet agneau mort-né, que sa mère, notre jeune brebis, léchait, nettoyait, retardant ainsi le moment où elle devrait admettre l'évidence. Elle n'allaiterait pas, elle n'élèverait pas, elle n'éduquerait pas. Alors, voilà la première fable des fables du moineau. Et on le voit, elle nous raconte la mort d'un enfant. Alors, une chèvre qui perd son enfant dès l'accouchement. Et cette fable m'a particulièrement beaucoup touché parce que du côté des humains, je sais ce que représente la perte d'un enfant
pour une femme, puisque ma mère a perdu mon petit frère dès la naissance. Et j'ai vu, je n'étais pas âgé parce que c'était l'enfant qui me suivait, c'était un garçon. Et cette douleur-là se lit toujours dans les yeux de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Et je le disais, je n'étais pas âgé. Moi, je crois que j'avais 6 ans quand il venait au monde. Mais j'ai vu la douleur de ma mère depuis ce jour-là. Et cette douleur qui n'a jamais disparu de ses yeux. Alors, c'est ça qui rend ces fables-là magnifiques parce que on parle d'animaux, mais on voit toute la condition humaine à travers ces animaux. Et c'est comme ça, hein, tout ce livre-là est composé de ces fables qui parlent d'animaux, mais qui relatent la condition humaine. En fait, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est très beau avec le livre. Et je vais vous lire encore... voilà, je vais vous lire encore l'une des fables que j'ai le plus aimé. Et, alors, comme je l'ai dit, c'est difficile pour moi de retrouver les pages parce que je n'ai pas le fichier, je n'ai pas le livre papier, mais on va se retrouver. Alors, je disais, je vais vous lire encore une des fables que j'ai le plus aimé. J'ai tout aimé, hein, toutes les fables sont très belles, mais il y a certaines que j'ai le plus aimé. Donc, on va arriver ici. Alors, je vous la lis, cette fable. La chasse, elle a détalé l'antilope. Quel saut et quelle course! Sans doute pensait-elle que ces hommes, avec machette et massue, sans fusil ni flèche, ne s'élanceraient derrière elle qu'au risque de perdre leur souffle au bout de quelques secondes seulement. Comparé à une antilope qui veut échapper à la mort, l'homme le plus rapide est une tortue. Elle s'en va, sautant, courant. Qui la poursuivent. La tragédie devait se jouer bien loin des hommes. Elle se joua aussitôt après que l'antilope, d'un bond, eut traversé le ruisseau, ce bond qui la conduisit sur l'autre rive où elle fut déséquilibrée. Ils étaient arrivés eux aussi d'un bond, les 3 chiens, et au loin, les hommes avaient perçu le cri de l'antilope. Ils pressent le pas. Ils arrivent sur l'autre rive du ruisseau. L'antilope n'était pas encore morte, mais neutralisée par les 3 chiens qui, sagement, se sont couchés près de leur proie. Agressifs, les hommes les somment de s'éloigner de l'animal. L'un d'eux égorge l'antilope. Bonne chasse! Une antilope a ramené au village. Et n'oublions pas que ce sont eux qui ont pourchassé et attrapé l'antilope. Ce sont eux qui ont couru et attrapé l'antilope, les chiens. Et eux qui ont couru et attrapé l'antilope ont eu droit aux os. Parce qu'ils n'ont eu droit qu'aux os de l'antilope qu'ils avaient poursuivi et attrapé. L'un d'eux, n'ayant pu se résoudre à n'avoir que des os, s'est emparé d'un énorme morceau de viande de l'antilope pour s'en aller, le manger en brousse, s'assurant ainsi, ce jour-là, sa réputation de chien voleur de viande, potentiel danger pour le village, car maintenant qu'il avait volé un morceau de la chair de l'antilope que ses congénères et lui avaient attrapé, il pourrait voler des bœufs, s'attaquer aux moutons, aux chèvres, aux poules, aux coqs. Ce chien vient nous prouver qu'il représente un véritable danger pour le village. Il faut l'éliminer. C'est pourquoi
à l'issue d'un rapide conseil des notables du village, ce chien fut offert à un ouvrier agricole cabiais, mangeur de viande canine. Je n'oublierai pas cet instant où il avait réussi à prendre le chien au lasso. L'animal se débattit, aboya en vain. Le nœud coulant se resserra à son cou. Je revois l'ouvrier cabiais, mangeur de viande canine, je l'entends rire. Le chien lâche une crotte. Je revois l'ouvrier, avec une massue, asséner des coups d'une rage violente sur la tête du chien. Je revois le chien mort, la langue pendante. J'entends les rires de l'assistance. Je sais moi qu'un chien est mort, violemment tué, pour avoir osé s'emparer d'un morceau de l'antilope que ses congénères et lui avaient poursuivi et attrapé. Alors, voilà la deuxième fable. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est des chasseurs qui sont partis à la chasse et qui ont réussi à tuer une antilope. Bon, ce n'est pas eux qui ont tué l'antilope, ce sont des chiens de chasse qu'ils ont amenés qui ont tué l'antilope. Et ils sont revenus à la maison le soir, ils ont fait la fête, ils ont préparé leur antilope et ils ont laissé les os aux chiens qui ont fait le boulot, aux chiens qui ont tué l'antilope. Alors, non content de cette injustice, de n'avoir bénéficié que des os d'un animal qu'ils ont tué, un chien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé un morceau de viande. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a tué parce qu'il est devenu un chien voleur. Il est devenu un chien voleur parce qu'il a volé un morceau de l'antilope qu'il a tué. En fait, cette fable, c'est un peu l'allégorie du capitalisme. Le moineau a essayé d'expliquer cette fable-là. C'est, comme beaucoup peuvent déjà le comprendre, c'est l'allégorie du capitalisme où ceux qui font de grands efforts ne bénéficient pas nécessairement des fruits de leurs efforts. Et ce sont des gens qui n'ont pas fait de grands efforts, qui bénéficient plutôt des retombées du travail que d'autres font. Donc cette fable, c'est une très belle allégorie du capitalisme. C'est pourquoi je disais que c'est l'une des fables que j'ai le plus aimé du recueil. Je l'ai dit, toutes les fables elles sont belles, le livre il est magnifique, cherchez-le. C'est publié chez Gallimard dans la collection Continent Noir et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, je crois, parce que Gallimard distribue très bien. Donc, le livre, vous pouvez l'avoir dans presque toutes les librairies que vous voulez, du moins pour le moment en France. Je crois que ça prendra un peu de temps pour venir en Afrique. Mais vous pouvez également avoir la version numérique sur les sites de vente qui est le plus célèbre de ces sites de vente-là, où vous pouvez acheter le livre, que ce soit en version papier ou en version. L'entrade littéraire est terminée. On va commencer maintenant avec le volet politique. Alors, le direct de ce soir, je l'ai intitulé Force démocratique togolaise, unissons-nous. Dans mes deux derniers directs, j'ai parlé de ma position sur l'élection présidentielle du 22 février. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que nous voyons tous ce que les élections donnent au Togo. Nous avons eu assez d'expérience pour comprendre que tant que nous avons un cadre électoral comparable ou bien pareil à ce que nous avons actuellement au Togo, c'est-à-dire on n'a aucune chance qu'un candidat de l'opposition soit déclaré vainqueur. On ne peut pas le nier, tout le monde l'a vu. Jean-Pierre Fabre a gagné les élections présidentielles de 2010. Il a gagné l'élection de 2015. Avant lui, J.P. Olympio avait gagné plusieurs élections. Mais ils n'ont jamais été déclarés vainqueurs. Alors, cette année, la situation s'est aggravée. La plus grande partie des électeurs togolais n'ont pas de carte d'électeur parce que l'opposition leur avait demandé de boycotter à raison de boycotter le recensement. La CENI, aujourd'hui, aucun opposant digne de ce nom. En 2015, le vice-président de la CENI était Pedro Amouzou de l'ANC.
mais rien n'a pu être fait pour revendiquer la victoire de Jean-Pierre Fabre. Cette année, la CENI n'est même pas composée d'un vrai opposant digne de ce nom. Et on veut nous faire croire qu'on peut aller à des élections dans ces conditions et gagner. Mes chers compatriotes, ça, il faut qu'on se le dise, cette élection dans cette condition, on ne la gagnera pas. Mais ce soir, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça ce soir parce que hier, la Cour constitutionnelle a validé 7 dossiers. Et parmi ces 7 dossiers, il y a 6 opposants. Parce que c'est Faure Gnassingbé, contre Faure Gnassingbé, on a 6 opposants. Bon, des gens qui se sont déclarés opposants. Donc, on les considère ainsi, opposants. Alors, on a 7 candidats. Et parmi ces 7 candidats, on a 6 opposants. Et parmi ces 6 opposants, on a 5 qui, à peine, il y a quelques mois, faisaient partie de la C14. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas devant des gens hétéroclites qui ne se connaissent pas. On se retrouve avec des gens qui se connaissent et qui ont fait des choses ensemble. Même si aujourd'hui, entre eux, ça ne marche plus trop. Donc, parmi ces 7 candidats, on a 5 qui faisaient partie de la C14 et un qui est Agbeyome, monsieur Dr Agbeyome, qui est le candidat choisi par Monseigneur Kodjo. Bon, il y a le carré à dit à la CENI. Bon, moi, quand je parle d'opposition, généralement, président Nani Sossou, je parle de l'ANC et du PNP aujourd'hui. Moi, quand je parle d'opposition, c'est ça. Désolé peut-être de le dire comme ça, mais moi, quand je parle d'opposition réellement aujourd'hui, je parle du PNP. C'est de ces deux-là que je parle. Donc, aucun de ces deux partis n'a ses représentants à la CENI. Bon, a dit oui, dans une mesure. Le cas peut-être non, mais a dit oui, mais bon, ça ne change pas grand-chose à la situation. Alors, ils se sont déclarés opposants. Bon, oui. Et alors, je disais que avec ces conditions-là aujourd'hui, nous savons tous que cette Cour constitutionnelle, cette CENI, ne vont pas déclarer nos opposants gagnants. Et hier, on s'est retrouvé avec une liste de 7 candidats que la Cour constitutionnelle a validés pour les élections. Et parmi ces 7 candidats, il y a 6 opposants. 6 parmi lesquels on a 5 qui faisaient partie de la C14. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a un seul candidat, Faure Gnassingbé, qui va affronter 6 candidats qui se déclarent de l'opposition. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui pourquoi ces 6 candidats-là ne peuvent pas se mettre ensemble. Moi, je ne parle pas encore d'élection. Je parle d'abord d'un projet commun que ces 6 candidats-là doivent présenter au peuple. Je parle d'abord d'une démarche commune que ces 6 candidats-là doivent avoir pour pouvoir assurer le peuple. Parce qu'il y a une réalité qu'on peut. Les Togolais sont démobilisés. Ils sont démobilisés et à raison à cause de l'agissement des leaders de l'opposition, à cause de l'agissement des activistes, il ne faut pas qu'on s'enlève dedans, à cause de l'agissement du pouvoir, bien sûr, qui brime, mais les Togolais sont démobilisés parce que ils se disent, à un moment, nous prenons des risques inutiles. Nous prenons des risques pour des gens qui n'ont aucun sens du sacrifice. Donc, ils sont démobilisés. Et pour les rassurer, aujourd'hui, je ne vois pas un autre message qu'un message d'union. Je ne vois pas un autre message aujourd'hui qu'un message d'union. Moi, je ne parle pas encore d'élection. Parce que moi, je me dis, quand on est ensemble, quand on évolue ensemble, quand nos opposants se mettent ensemble, quand le peuple, quand les opposants se mettent ensemble, quand les leaders se mettent ensemble, ils peuvent rassurer la société civile, ils peuvent rassurer le peuple. Et on est dans cette situation-là aujourd'hui où il faut se mettre ensemble. Je vais revenir au cas du PNP tout de suite. Alors, je disais que les 6 candidats que nous avons et qui se réclament de l'opposition ont aujourd'hui l'obligation de se mettre ensemble pour rassurer le peuple. Je peux parier aujourd'hui que si ces candidats-là se mettent ensemble et
cherche le moyen de parler aux Togolais, on va commencer ou bien on peut remettre sur pied la mobilisation. Bonsoir, Essozina, comment tu vas? Ça me fait plaisir que tu sois là. Merci d'être venu. Alors, je disais que si... Oui, je prends un peu de temps pour saluer les femmes quand même. Alors, je disais que si on remet ensemble ces 6 candidats, ou bien ils se remettent ensemble, et qu'on choisit les vrais mots pour pouvoir parler au peuple togolais aujourd'hui, on peut encore remobiliser ce peuple-là, malgré le niveau de démobilisation. Aujourd'hui, que si les Togolais sentent réellement, ils sentent aujourd'hui que les leaders derrière lesquels ils sont soumis et pour se remettre sur pied. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel solennel à tous ces 6 candidats. Nous vous supplions. Aujourd'hui, nous avons vu des voix comme l'ancien ministre Soboko et nous avons vu Ferdinand Haïté. Nous avons vu beaucoup de leaders aujourd'hui qui ont appelé ces leaders, ces candidats à l'union. C'est vrai, beaucoup de gens ne croient pas aux élections aujourd'hui. Mais, comme je le dis, on n'est pas encore à l'étape des élections. On est, pour le moment, à une étape où il faut rassurer ceux qui vont voter. Les gens, ils n'ont pas de carte. Ça, c'est un problème qui est là. Et 2, ils ne veulent même pas aller voter parce qu'ils ont l'impression que leur vote ne sert à rien. Et si aujourd'hui, on laisse les Togolais et que l'opposition, ces leaders-là, vont en rang dispersé à ces élections, on va se retrouver avec excéder 10%, et ces 10%-là vont être des opposants d'unis. On va se retrouver dans la même configuration que les législatives de 2018. C'est la situation là dans laquelle on va se retrouver. Si aujourd'hui, les Togolais ne sentent pas réellement un message fort, un signe fort des leaders qui veulent les représenter, ils ne sont plus prêts aujourd'hui à se lever. Ils ne vont pas aller voter. Mais je parie que si ces leaders-là se mettent ensemble aujourd'hui, et qu'il envoie un message d'union, un message de fraternité aux Togolais, les Togolais vont se remettre dans la rue. Ils l'ont fait depuis les années 90, ils ne sont pas fatigués. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se fatiguer. Ils vont se remettre dans la rue. Je reviens au cas du PNP. Le PNP est dans une logique qu'il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, je partage la logique du PNP. Ne pas aller à une élection dans les conditions que nous connaissons. Non, je ne suis pas pour le... Je venais de le dire, je ne suis pas pour leur participation aux élections. Non, je ne suis pas pour cette participation. J'étais en train d'abord de dire que il faut d'abord, excusez-moi, il faut d'abord une union. Il faut une union d'abord. On ne parle pas d'élection pour le moment. Parce que c'est avec l'union et les manifestations qu'on peut avoir quelque chose. Vous pensez aujourd'hui que si les Togolais se remettent aujourd'hui dans la rue, en ayant un message fort des leaders, alors je vais arriver à toi, Président Nani Sossou. Alors, si vous pensez aujourd'hui que si les Togolais ont aujourd'hui un message fort de ces leaders-là, unis, et qu'on leur demande de se remettre dans la rue pour les manifestations et réclamer un cadre électoral plus assaini, ils ne vont pas le faire, ils vont le faire. Ils ne le font pas parce que les leaders ne les rassurent pas. Les Togolais ont l'impression aujourd'hui qu'ils sont en train de se sacrifier pour rien. Imaginez des jeunes qui sont morts à Sokoré, sont morts à Bafilo, sont morts dans d'autres villes. Et après, on vient leur dire que les leaders pour lesquels derrière lesquels ils étaient, parce qu'il faut quand même qu'on contrôle ce langage-là, ils ne se battent pas pour ces leaders, mais les leaders derrière lesquels ils sont partis encaisser 30 millions. Mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir de la motivation nécessaire de se mettre encore dans la rue? Il faut qu'on se dise ces vérités-là. Ils ne le feront pas. Mais si aujourd'hui, ces 6 candidats que nous avons se donnent la main, je venais tout de suite au PNP, et se donnent la main et envoient un message fort aujourd'hui au peuple togolais, ils vont se remettre dans la rue. C'est automatique. Et ces manifestations vont nous permettre d'avoir un cadre électoral beaucoup plus assaini. Parce que nous allons tout droit dans le mur si nous partons à une élection avec cette CENI, avec cette cour constitutionnelle, avec
nos électeurs, les électeurs de l'opposition qui n'ont pas de carte. Alors, je reviens au cas du PNP. Je disais, je partage totalement, parfaitement la position du PNP aujourd'hui de ne participer à aucune élection avec ce cadre électoral que nous avons. Le PNP n'a pas tort. Même si beaucoup peuvent lui reprocher aujourd'hui de faire de la démagogie parce qu'ils n'ont pas la politique de leurs moyens, ils n'ont pas tort quand même. Maintenant, nous savons aujourd'hui qu'on ne peut plus parler. On ne peut plus parler aujourd'hui d'opposition au Togo sans parler nécessairement du PNP. On ne peut pas parler d'opposition aujourd'hui au Togo sans parler du PNP. Et je ne trouve pas judicieux qu'on laisse ce parti dans son coin et qu'on fasse quelque chose à part. Il faut rassurer le PNP. Il faut discuter avec le PNP. Je viens de le dire. On est en face de gens qui, il y a seulement quelques mois, faisaient des choses ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'entendre sur au moins le minimum. Si nos leaders, les 6 candidats à cette élection, se mettent ensemble aujourd'hui et qu'on engage une discussion avec le PNP, je crois qu'on arrivera au moins à une situation où on a des forces, on a un regroupement de forces démocratiques qui s'entendent au moins sur l'essentiel. Le PNP ne peut pas nécessairement ou bien définitivement se mettre en marche aujourd'hui si on trouve une union avec Agbeome serait un échec. Bon, Pacquiao, je ne sais pas, je vais arriver à ça tout de suite. Le PNP n'a pas tort effectivement, bien sûr. Et je ne vois pas aujourd'hui le PNP en train de rejeter toute offre venant de nos leaders ou bien de ces candidats unis et qui vont et qui parlent d'une voix vraiment convaincante pour montrer l'importance d'aller à ces élections. Je ne pense pas. Ou bien qui montrent l'importance de reprendre les manifestations. Parce que je l'ai dit, en aucun cas, il faut attendre une victoire si nous partons à ces élections dans ces conditions. Alors, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, parce que je ne vais pas être long, c'est que chacun de nous doit chercher aujourd'hui les moyens par lesquels nous devons mettre ensemble ces leaders-là. Ça, c'est la première des choses à faire. Et la deuxième des choses, c'est de réengager une discussion avec le PNP. Il faut remettre le PNP dans le jeu. Il faut remettre le PNP dans le jeu parce que leur démarche n'est pas mauvaise. Leur démarche n'est pas mauvaise. Il faut le remettre, il faut remettre ce parti dans le jeu politique. Il faut le remettre dans le jeu politique. Et c'est à nos candidats aujourd'hui de le faire. Parce que ça, on peut parier sur ça. Si nous allons aux élections dans ces conditions, on va se retrouver avec un taux de participation de 10%. Et ces 10%-là, ce sont les électeurs du RPT Unir. Ne nous leurrons pas. Donc, je pense aujourd'hui que la première des choses à faire, c'est que chacun de nous œuvre d'une manière ou d'une autre pour que ces 6 candidats-là se mettent ensemble. Pacquiao vient de le dire, une union avec Agbeome serait un échec. Bon, le cas Agbeome, Kofi Bongo, aucune union n'est possible. Ok, dis-moi, Kofi Bongo. Tu penses aujourd'hui, parce que je sais que toi tu es de l'ANC, tu penses aujourd'hui que si l'ANC seul se présente à cette élection face à Faure Gnassingbé, il va gagner? Tu me réponds en commentaire, je vais lire. Alors je reviens à ce que je disais. Je disais que la première des choses à faire aujourd'hui, que tout Togolais qui veut vraiment l'alternance doit faire aujourd'hui, c'est d'œuvrer de telle sorte que tous ces candidats, ces 6 candidats-là qui se réclament de l'opposition, s'entendent sur une démarche commune et qu'on engage une discussion ou bien qu'on tende la main au PNP. Qu'on tende la main au PNP, qu'on fasse revenir le PNP dans le jeu. Et avec ça maintenant, on a une force qui peut vraiment, maintenant réclamer des choses pour assainir le cadre électoral. Je ne vois pas une autre possibilité à part ça. Je n'en vois pas. Quelle que soit l'action qu'on doit faire aujourd'hui, je crois qu'il faut le faire ensemble. Il faut le faire ensemble. Oui, la personnalité de M. Agbeome ne rassure personne aujourd'hui. Ça, il faut le dire. On ne va pas se le cacher. On ne va pas se le cacher. Ça ne me rassure. Déjà, moi qui vous parle, ça ne me rassure pas trop. Mais nous sommes devant une situation où
nous sommes obligés, comme on le dit dans le jargon, de faire avec. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En rang dispersé, on ne pourra rien. Aucun parti, on ne peut pas se cacher cette réalité. L'ANC est aujourd'hui le parti le plus populaire du Togo, le plus implanté au Togo, le parti d'opposition le plus implanté, le plus populaire au Togo. Et Jean-Pierre Fabre est le leader d'opposition le plus populaire au Togo aujourd'hui. Mais si nous mettons Jean-Pierre Fabre dans ces conditions, face à Faure Gnassingbé, dans une élection, est-ce que nous pensons que Faure Gnassingbé Jean-Pierre Fabre va être déclaré vainqueur? S'il n'a pas été déclaré vainqueur en 2010, s'il n'a pas été déclaré vainqueur en 2015, où le vice-président de la CENI était de l'ANC, est-ce que c'est aujourd'hui dans ces conditions qui sera déclaré vainqueur? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Donc, si l'ANC seul ne peut pas y aller gagner, je ne sais pas quel parti va y aller gagner. Je ne sais pas quel parti va y aller gagner. On parle aujourd'hui de la dynamique de Monseigneur Kodjo autour du candidat Agboyomé. Non, nous ne nous leurrons pas. On nous parle de ralliement à la cause de M. Agboyomé. Mais de quel parti, de quel militant? On sait très bien aujourd'hui que M. Agboyomé seul aujourd'hui ne peut pas faire, ne peut pas faire, je ne sais même pas, 1% de l'électorat. On voit ses résultats passer. Et tous ces supposés partis-là qui se sont joints à lui, je ne sais pas combien ils représentent. C'est des partis qu'on ne connaît pas. C'est des partis qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît. Donc, qui parle d'opposition aujourd'hui? Une opposition qui peut rassembler aujourd'hui, qui peut mobiliser aujourd'hui. Je crois que c'est le PNP et l'ANC. Et je viens de le dire que même si ces deux partis, bon, le PNP n'est pas dans ces histoires d'élections, mais si l'ANC va à ces élections-là aujourd'hui face à Faure Gnassingbé, il ne sera jamais déclaré vainqueur. Parce qu'une partie même des électeurs n'a pas de carte d'électeur. Et le cadre électoral est encore plus vicié qu'avant. Alors, moi, je pense quand même que la seule chose, Aminou Ben Yaya, je reviendrai bientôt à ta question. Donc, je pense quand même que la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est la remobilisation. Mais la remobilisation à travers une union, parce que c'est ça qui va encourager les Togolais. Aucun Togolais n'est plus prêt aujourd'hui à se mettre dans la rue pour des leaders qui ne s'entendent pas. Et je reviens à la question de mon président, Anani Sossou, qui disait comment est-ce qu'on peut mettre ensemble des gens qui ne s'entendent sur rien? Oui, c'est ça la triste réalité. Mais qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui? Parce que moi, ma question se trouve là. Est-ce qu'il faut... C'est ça le problème. Il faut faire quelque chose. Et c'est sur quelque chose là qu'on tente. Je sais, le problème du Togo, il y a tellement de redites, on a tellement dit des choses, on a tellement parlé. Ça, je le sais. On ne peut pas l'éluder. On ne peut pas le cacher. Mais il faut toujours proposer des choses. Il faut toujours tenter. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le minimum qu'il faut les laisser aujourd'hui en sachant qu'ils sont en train d'aller droit dans le mur. Il faut peut-être tenter encore des choses. Et je pense que la moindre des choses qui nous est important aujourd'hui de faire, bon, c'est de les appeler à l'union. C'est d'œuvrer chacun dans la mesure de ses moyens à les unir. Parce que je ne vois pas de solution. Alors, je reviens à Aminou Ben Yaya qui disait, moi je parle de remobilisation pour reprendre les manifestations, alors que les candidats parlent de remobilisation pour les élections. Oui, c'est deux choses qui ne sont pas les mêmes. Nous ne disons pas les mêmes choses. Mais moi, déjà, je dis, si on arrive à remobiliser le peuple aujourd'hui, on peut mettre la pression pour réclamer un cadre électoral beaucoup plus assaini. Parce que on ne va quand même pas aller à des élections, seuls d'ailleurs, parce que si tous ces candidats-là se mettent ensemble aujourd'hui, ils peuvent bon, je ne vais pas parler nécessairement de retrait, comme beaucoup l'ont dit, mais si on reprend aujourd'hui les manifestations, on a vraiment de grandes manifestations, comme ce qu'on a eu en 2017 et en 2018, je ne vois pas le RPT uni aller aux élections dans ces conditions. Je ne les vois pas aller aux élections dans ces conditions. On se rappelle, en décembre 2018, ils ont pu organiser les législatives parce que le peuple était déjà démobilisé. La C14 était déjà presque cassée. Mais si on se retrouve encore aujourd'hui dans une dynamique unitaire et que le peuple est là, j'arrive à ta remarque, président Nani Sossou, et que le peuple est là, et je crois qu'on peut avoir au moins
quelques modifications du cadre électoral. Aminou Ben Yahya, je ne sais pas s'il a répondu à ta préoccupation. Alors, je reviens au cas du président Nani Soussou qui dit que je me trompe parce que même s'ils font ça, Agbeome va aller seul aux élections. Mais Agbeome, s'il va seul à ces élections, il va se griller définitivement. Déjà, même les gens ne l'acceptent pas. Mais s'il joue encore ce coup-là, pour se cacher, pour aller seul à une élection qu'il ne va même pas gagner, ce sera sa fin politique. Ce sera sa fin politique parce que lui-même, il est conscient aujourd'hui que beaucoup de Togolais l'ont enterré depuis dans leur cœur. Et si je crois que cette année, c'est son année de rédemption. S'il veut vraiment encore gagner une petite place dans le cœur des Togolais, c'est cette année. Mais s'il se permet, laisse-nous rêver. Bon, oui, bien sûr, on peut rêver, Sozina Baka. Alors, s'il se permet encore cette année de jouer le roublard, mais ce sera fini pour lui. Et il faut également revenir sur les autres candidats aussi. Je vois sur la liste, ils sont tous vieux. C'est des quadragénaires, je dis c'est des quadragénaires, c'est des sexagénaires, c'est des septuagénaires. Et je ne vois pas d'avenir pour se présenter l'année prochaine, aux élections prochaines. Donc, ils sachent aujourd'hui qu'ils sont eux aussi en train de jouer leur dernière carte. Parce qu'à un moment, il peut penser qu'ils sont en train de nous faire du mal, de faire du mal au peuple, de faire leur business sur le dos du peuple. Mais à un moment, il faut qu'ils comprennent eux aussi qu'ils sont en train de finir leur carrière sans jamais rien avoir eu. Parce que quand vous voyez, nous voyons sur la liste Jean-Pierre Fabre, Wolu, Tchassona, Gogué et l'autre, je ne sais pas d'auteur que ça, mais c'est des septuagénaires, des sexagénaires. Ils vont quand même pas nous dire qu'ils attendent encore les élections prochaines pour arriver. C'est leur fin qui se joue cette année. Donc, ils ont intérêt, tout le monde a intérêt dans cette situation-là de faire quelque chose qui arrange, qui l'arrange, mais qui arrange également le peuple. Je pense que c'est ça. Bon, il faut quand même le dire. Il y a un peu de rêverie dans toutes ces analyses que nous faisons. Je suis d'accord. Mais on n'a pas le choix. Je pense quand même qu'aujourd'hui, on va continuer le débat. Chacun va continuer à penser, à réfléchir de son côté ce qui peut être fait. Moi, de mon niveau, je pense que ce qu'il faut faire pour le moment, c'est d'œuvrer chacun de nous à réunir ces candidats-là et à engager une discussion avec le PNP, à faire revenir le PNP dans le jeu politique pour qu'on retrouve une unité au sein des forces démocratiques. Et c'est également l'occasion de terminer avec nos collègues activistes. Nous parlons tous des leaders qui ne s'entendent pas, mais nous oublions ce que nous, activistes, même faisons. Des fois, je suis tellement dépassé quand je vois la réaction de certains d'entre nous. Quand nous parlons des activistes, nous ne parlons pas des enfants, des adolescents, nous parlons de gens, de trentenaires, nous parlons de quadragénaires, c'est-à-dire des gens adultes. Nous parlons même de quinquagénaires. Mais il y a certaines réactions qui sont tellement bizarres venant de personnes adultes qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que des gens, juste parce qu'ils ne s'entendent pas sur un point, ils s'attaquent sur Internet, ils attaquent la vie privée de l'autre parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que l'autre a avancé, on attaque sa vie privée, on l'insulte, sa famille, on insulte son père, on insulte sa mère, alors que nous disons que nous luttons dans le même camp. Il est facile aujourd'hui d'accuser tout le temps les leaders de l'opposition, ils ne s'entendent pas, mais nous-mêmes activistes, entre nous journalistes, comment est-ce que nous nous entendons? Comment est-ce que nous nous entendons? Je crois que c'est l'occasion aussi pour nous aujourd'hui de faire un examen de conscience, de lutter, d'œuvrer pour qu'il y ait une union entre nous, parce que c'est à nous d'amener nos leaders sur la bonne voie. Mais si nous-mêmes, ce que nous sommes en train de faire ne reflète rien de bon, je ne sais pas quelle leçon nous pourrons donner à ces leaders-là aujourd'hui. Je parle de nous activistes, bien sûr, parce que ce que nous faisons à un moment, excusez-moi le terme, est dégueulasse. Que des personnes âgées, que des adultes n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum, ou juste parce que on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut l'attaquer, il faut l'insulter, il faut le ridiculiser, et à ce moment, on laisse l'adversaire principal à côté et qui se moque de nous. Je crois quand même qu'à un moment, il faut qu'on arrête. Et c'est le moment aujourd'hui d'arrêter. Parce que nous sommes arrivés aujourd'hui dans un moment très crucial. Je le redis encore et je le redirai, je ne comprends pas certaines réactions venant de personnes adultes. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu le dis avec respect parce que vous luttez dans le même camp.
Mais si c'est pour attaquer sa famille, si c'est pour le ridiculiser, si c'est pour écrire des bêtises sur lui sur Internet, juste parce qu'il a fait un pas qui n'est pas bon, parce qu'il a émis une opinion qui n'est pas bonne, je ne sais pas là où on va. Nous avons participé, nous activistes, dans une grande mesure, à la démobilisation de ce peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de continuer aujourd'hui. Nous sommes à un mois des élections. Mais je suis étonné de voir que sur Internet, il suffit aujourd'hui d'émettre un avis qui ne va pas dans le sens de ce que l'autre dit. On monte des histoires contre toi, on t'insulte, on te ridiculise. Je ne sais pas où nous allons avec ça. Je crois aujourd'hui que lorsque nous parlons, si nous parlons d'union pour nos leaders, nous aussi, nous devons, activistes, journalistes, militants, surtout militants, nous devons donner l'exemple. Nous devons nous donner la main. Parce que, qu'on le veuille ou pas, 2020, il y a quelque chose qui va se passer si nous nous donnons la main. Et c'est le moment de le faire. Il peut y avoir un peu de rêverie dans nos analyses, mais c'est ce que nous avons sous la main aujourd'hui. Je ne sais pas ce on peut faire aujourd'hui dans une condition comme la nôtre. Alors, je crois que aujourd'hui mon direct a été très long. Je vous dis merci. Merci vous tous qui avez été là. À ceux à qui je n'ai pas répondu aux questions, je crois que je le ferai une fois que je finis le direct. Et je récapitule ma position. Je pense aujourd'hui que nous devons chacun à notre niveau, comme le monsieur Bokol a fait ce matin, appeler nos candidats à une union. Il nous faut une union aujourd'hui. Ces 6 candidats-là qui se déclarent opposants doivent s'unir aujourd'hui et ramener le PNP dans le jeu. Parce que je tiens à ça. Le PNP est aujourd'hui un parti qu'on ne peut pas négliger, dont on ne peut se passer aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Le PNP est un parti dont on ne peut se passer aujourd'hui. Et moi, dans mon entendement, je le dis, quand je parle aujourd'hui d'opposition, je parle d'abord de l'ANC et du PNP. C'est les deux partis-là. C'est les deux partis. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de les unir. Et une fois que ce peuple-là saura aujourd'hui que les gens derrière lesquels il est aligné, ces gens-là sont prêts à se mettre ensemble, je crois qu'on pourra assister à quelque chose. Mais si nous continuons à aller dans cette voie de démobilisation, où nous nous tapons dessus, nous nous insultons, nous nous dénigrons, je crois qu'on arrivera à nulle part. On n'arrivera nulle part. Je le répète, il nous faut aujourd'hui